Europe Matin, Patrick Cohen. Le journal vous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le Texas encore à la une, le ciel se dégage mais l'eau menace toujours. Nous serons à Houston dans un instant au pied d'un barrage avec notre envoyé spécial Xavier Yvon. Les autres titres, Jean-Philippe. Il va y aller, c'est sûr, mais pas tout de suite. Laurent Wauquiez fait sa rentrée politique en attendant l'annonce officielle de sa candidature à la présidence des Républicains. L'impôt sur les sociétés, il va être allégé de 11 milliards d'euros d'ici 2022. Révélation à suivre. Saison éreintante pour les pompiers, la pire depuis la canicule de 2003 et beaucoup d'incendies criminels. Ce sera l'enquête du 8h. Les recherches reprennent dans l'Isère. Toujours aucune trace de la petite Maëlys, 9 ans. Et puis du football, le mercato se termine demain. Désormais, il faut compter en milliards d'euros. Début de l'université du MEDEF. Tout à l'heure, ce que les chefs d'entreprise attendent du gouvernement, ce que la France peut attendre des patrons. Thibault Langsad, le numéro 2 du MEDEF en charge des TPE-PME, sera notre invité juste après le journal. Et après l'apocalypse de ces derniers jours, c'est une image qui fait la une aux États-Unis. Il y a eu quelques rayons de soleil en fin de journée sur la ville de Houston, Texas. Un peu de répit dans une région dévastée par la tempête Harvey. Une pause donc, mais certainement pas la fin de l'angoisse pour plus de 6 millions d'habitants. Le pic des inondations n'est pas encore atteint. Et plus que jamais, on scrute les digues et les barrages. On retrouve sur place l'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon, avec des Français de Houston. Ces Français de Houston sont venus en famille constater l'avancée de l'eau dans la rue inondée à quelques mètres de chez eux. Les enfants s'amusent enfin sous un rayon de soleil, mais les parents, eux, sont moins détendus. Ouais, ça serait bien que tu fasses pas l'idiot marin. Marie-Isabelle sait qu'il reste la menace des barrages trop pleins à quelques kilomètres de là. Là, pour le moment, il pleut plus. Et puis, on attend surtout ce qui nous inquiète le plus, finalement, ce sont les barrages, où ils font des relâches progressives de l'eau. Mais là, s'il y a un lâchage, c'est nous qui allons prendre de l'eau et le niveau ici va monter. Donc, voilà. On surveille. On surveille et on se prépare. Ces deux familles françaises qui partagent le même toit ont tout prévu, explique Emmanuel, l'un des parents. On est prêt à partir, on a les affaires dans la voiture s'il y a un problème ou pas. Le sac de couchage, de l'eau, les papiers, le passeport, un truc comme ça. On ira plus dans le centre, là où c'est un peu plus sec. Et j'espère que les barrages tiennent et c'est bon. On se serre la ceinture, on boit du pinard ensemble, tout va bien. Bonne humeur, mais vigilance. Hier, leurs voisins ont préféré prendre les devants et partir. Et certains de leurs amis qui vivent plus près des barrages ont dû être évacués. Houston, Xavier Yvon, Europe 1. Et inquiétude aussi en Louisiane qui pourrait être à son tour frappée par la tempête Harvey. Personne évidemment n'a oublié les images de la Nouvelle-Orléans submergée par Katrina, c'était il y a 12 ans. Toujours aux États-Unis, un témoignage très attendu, celui du fils aîné de Donald Trump. Il accepte de répondre aux questions d'une commission du Congrès. Elle enquête sur les rapports entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016. Ce sera à huis clos, pas encore de date fixée. Europe 1, 8h03. En France, c'est une mesure réclamée depuis longtemps par les patrons. La baisse de l'impôt sur les sociétés pour être attractif, séduire les investisseurs internationaux. Eh bien, il y a du nouveau ce matin. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Arbitrage très attendu, c'est la mise en musique du programme fiscal d'Emmanuel Macron. Et vous êtes en mesure de nous en révéler plusieurs détails. Oui, alors ces arbitrages seront dévoilés aujourd'hui par Bruno Le Maire. Le sujet le plus sensible, vous l'avez dit, concerne l'impôt sur les sociétés. Emmanuel Macron veut le baisser. Restait à savoir de combien et selon quel calendrier. Alors je peux vous le dire, l'impôt sur les sociétés va être allégé de 11 milliards d'euros d'ici 2022. Il va d'abord passer précisément de 33 à 31%, puis et même 28% dès l'an prochain pour les petites entreprises, les bénéfices de moins de 500 000 euros. Puis il sera ramené en 2020 à 28% pour toutes les entreprises, PME comme les grandes. Il descendra à 26,5% l'année suivante et à 25% en fin de quinquennat. Cette trajectoire précise est donc arrêtée. Elle va être gravée dans le marbre de la loi de finances qui sera présentée fin septembre. Et là, on est d'accord, Nicolas, tout cela, c'est sans contrepartie. Exact. Argument, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont, eux, déjà baissé leur impôt sur les sociétés de 8 à 10 points depuis 10 ans. C'est le même argument, attractivité, qui est mis en avant pour justifier aussi la baisse de l'ISF. Il ne rapportera plus qu'un gros milliard l'an prochain, contre 5 fois plus aujourd'hui. Des baisses d'impôts assumées donc en dépit du risque politique. J'ajoute un dernier point très attendu par les particuliers qui nous écoutent. Il y aura bien un taux de prélèvement unique de 30% sur tous les revenus de l'épargne. Certains auraient voulu 31, 32% pour ramener un petit peu plus d'argent dans les caisses de l'État. Eh bien, a priori, ils vont perdre l'arbitrage. On devrait en rester à ce taux de 30%. Et donc l'impôt sur les sociétés qui va être allégé de 11 milliards d'euros d'ici 2022. C'était l'éclairage de Nicolas
Nicolas Barré avec le journal Les Échos. Merci Nicolas. À droite, toute, c'est maintenant la chronique d'une candidature annoncée, celle de Laurent Wauquiez à la présidence du parti Les Républicains. Le vote des militants aura lieu à la mi-décembre. Certains prétendants se sont déjà déclarés, mais le favori, c'est lui, Laurent Wauquiez, qui fait sa rentrée politique ce soir à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône. Un meeting en mode bande-annonce, Aurélie Herbemont. Il sera candidat, mais pas ce soir. À Château-Renard, Laurent Wauquiez parlera de l'état de la droite sans dire officiellement qu'il veut en être le chef. Il se déclarera entre demain et mi-septembre, s'amuse un proche, du teasing avant son ascension du Mont Mézin en Auvergne dimanche. Laurent Wauquiez qui fait durer un faux suspense car il n'a aucun poids lourd face à lui. Pour les ténors du parti, il est imbattable. Laurent Wauquiez qui cartonne à l'applaudimètre militant. Auprès des élus, c'est une autre affaire. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse mettent en garde contre toute dérive droitière quand les constructifs, les pro-Macron de droite, envisagent de fonder un nouveau mouvement pour ne pas rester dans un petit parti à la française, lâche l'un d'eux. Le futur candidat, lui, tient à sa ligne. Il ne doit pas tomber dans l'eau tiède, confie un de ses amis. Il faut ramener les électeurs partis au FN. Son entourage résume le défi qui attend Laurent Wauquiez, rassembler sans se renier. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Méfiance derrière chaque éditorialiste pro-Macron aujourd'hui, un porte-parole demain. Tweet vengeur de Jean-Luc Mélenchon. Le leader des Insoumis réagit à la nomination de Bruno Roger-Petit. Le journaliste devient porte-parole de l'Élysée. Les pompiers sont fatigués et franchement, il y a de quoi. Saison particulièrement éprouvante sur le front des incendies. La pire sans doute depuis la canicule de 2003. Au moins 12 000 hectares déjà détruits. La faute à la sécheresse, mais pas que. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. Ce matin, il faut parler des incendies criminels. Beaucoup d'interpellations, on l'a vu en Corse et dans les Bouches-du-Rhône notamment. Ce sont eux, les incendiaires, qui sont les premiers responsables aujourd'hui? Eh bien, en superficie, c'est sûr, c'est ce qui ressort des constatations de gendarmerie et de police. À eux seuls, ils cumulent un quart des superficies brûlées, 2850 hectares de végétation. Et ce chiffre pourrait encore grimper car des enquêtes sont encore en cours. Par exemple, savoir si un mégot de cigarette a été jeté volontairement ou non. Alors, un quart des incendies, vous nous le dites, d'origine criminelle. Est-ce que les auteurs sont arrêtés et jugés? On se pose toujours la question. Gendarmes et policiers du Sud-Est nous font remonter 70 interpellations et une seule personne condamnée, 3 ans ferme. La justice va rarement au-delà s'il n'y a pas de victimes. 70 interpellations pour 180 départs de feu d'origine criminelle, c'est honorable. L'adjudant Christophe Schmitt est technicien en identification criminelle pour la gendarmerie des Bouches-du-Rhône et il fait partie de ces enquêteurs qui peinent de plus en plus à remonter jusqu'aux incendiaires. À 4-5 ans, on retrouvait des dispositifs assez variés. Donc ça pourrait être un bâton ou un tournevis planté dans le sol, entouré d'un chiffon imbibé d'un liquide inflammable, des cigarettes trafiquées avec une allumette plantée dedans pour créer un effet retardant. Mais c'est vrai que là, ces dernières années, on s'est rendu compte, la tendance, c'est que on retrouve maintenant très très peu de dispositifs incendiaires sur les feux de forêt. C'est quasiment exclusivement, pour toutes les personnes qui ont été arrêtées, des allumages soit au briquet, soit au mégot. Du coup, toutes les preuves brûlent, pas de traces ADN. C'est bien souvent le flagrant délit qui permet l'interpellation. Alors, on va faire attention aux termes, Jean-Sébastien. Est-ce que tous ces incendies sont le fait de pyromanes? D'abord, il faut distinguer les pyromanes des incendiaires. Les pyromanes relèvent de la psychiatrie et donc, au sens strict du terme, ils sont à l'origine de 34 départs de feu sur les 180 de l'été. Si un incendiaire, c'est souvent quelqu'un qui se venge après un conflit, le pyromane, lui, présente un profil beaucoup plus complexe, nous dit Pierre Lamotte, expert psychiatre auprès de la Cour de cassation. Il y a toujours quelque part un rapport justement à la jouissance d'avoir provoqué quelque chose de grandiose. Et le ballet des Canadaires, c'est quelque chose, quand on l'a provoqué soi-même, d'ineffable. L'élément déclencheur peut être la jubilation, la jouissance d'être à l'origine de tout ça. Et l'élément déclencheur peut être aussi une frustration, une blessure, d'être pas reconnu. Le manque de reconnaissance, c'est par exemple ce jeune homme de 24 ans interpellé début août près de Gap, suspecté d'avoir allumé 11 feux. C'est le fils du responsable local des pompiers. Il rêvait du métier de son père, mais a été recalé au concours. Et comme beaucoup de pyromanes, il est multirécidiviste. C'était l'enquête du 8h signée Jean-Sébastien Soldaini. 8h11, Patrick Cohen. Et la suite du journal de Jean-Philippe Ballas. Sur la photo de l'appel à témoins, on peut voir le joli regard d'une petite fille de 9 ans. Ce matin encore, les gendarmes, les pompiers partent à la recherche de Maëlys. L'enfant a disparu dans la nuit de samedi à dimanche dernier lors d'une fête de mariage à Pont de Bonvoisin dans l'Isère. La piste criminelle ne semble plus faire de doute. Nous rejoignons tout de suite sur place l'envoyé spécial d'Europe 1, Rémi Pierre. Rémi, je crois que les opérations vont reprendre d'une minute à l'autre.
Oui, effectivement, Jean-Philippe, c'est absolument imminent. Il y a une vingtaine de minutes, il y a une quinzaine de véhicules qui s'étaient mobilisés ici devant la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin. À bord, une soixantaine de gendarmes mobiles qui sont venus en renfort, des hommes qui n'ont pas du tout participé pour l'instant aux recherches menées depuis la disparition de Maëlys à 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Et ce sont ces hommes donc, qui, dans quelques instants, après un briefing qui vient d'être réalisé là sous nos yeux il y a quelques instants, qui vont donc partir sur le terrain depuis la salle polyvalente qui se trouve à peu près à 300 mètres de la gendarmerie. Ils vont en cercle concentrique mener une battue tout autour de cette salle. Il y a des bois juste en face, il y a une station d'épuration à côté, il y a cette rivière, on vous en parle depuis ce week-end, le Guier, qui passe pas très loin de là. Tout a déjà été exploré, mais comme effectivement les enquêteurs ne veulent rien laisser au hasard, c'est vraiment de nouveau un passage au peigne fin qui va être mené durant toute cette journée. Rémi Pierre en direct pour Europe 1. Des millions et même des milliards d'euros dépensés. Ce sont les chiffres du mercato en football. Un mercato qui se termine demain avec des transferts au montant insensé. On a beaucoup parlé de Neymar, de Mbappé entre autres. Et c'est le Qatar et la télévision qui bouleversent aujourd'hui la donne. On écoute l'enquête de Simon Rubin. À la fin de ce mercato, l'ensemble des transferts dans les 5 grands championnats européens devrait dépasser les 5 milliards d'euros. Un record, une hyperinflation qui a 2 causes majeures. D'abord, l'irruption de puissants investisseurs comme le Qatar au PSG. Et puis, les droits télé toujours plus grands. Et c'est une situation dangereuse, analyse Pierre Rondeau, économiste du sport. Il est évident qu'il y a un risque que du jour au lendemain, les Qataris partent et qu'il n'y ait plus d'argent dans les caisses du PSG pour pouvoir payer les salaires et acheter des joueurs. Et la majorité des clubs européens sont dépendants des droits télé. Entre 50 et 60% de leur budget dépend des droits télé. Mais on peut très bien supposer que les chaînes de télévision ne soient plus désireuses de payer 1 milliard d'euros par an pour du foot à la télé. Si les clubs doivent subir cette réduction budgétaire, là, il y a un risque d'éclatement de la bulle. Et les règlements comme le fair play financier ne changent rien. Les inégalités se creusent. D'un côté, des grands clubs qui dépensent toujours plus et de l'autre, la précarité. Dans le monde, 40% des joueurs pros touchent moins de 900 euros par mois. Alors pour le moment, l'économie du foot fonctionne. Même les petits clubs de Ligue 1 voient plutôt d'un bon œil les dépenses du PSG. Ça attire du monde dans les stades. Mais cette hyperinflation est un risque à long terme pour l'économie comme pour l'équité sportive. Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Ils vont tourner pour Clint Eastwood, mais ils ne sont pas comédiens. Des pompiers de la caserne d'Arras dans le Pas-de-Calais sont volontaires pour jouer leur propre rôle. Il faut dire qu'ils ont déjà vécu le scénario en vrai, celui de leur intervention dans le Thalys Amsterdam-Paris où une attaque avait eu lieu en août 2015 avec l'action héroïque de 3 Américains. C'est donc la trame du prochain film de Clint Eastwood. Dans le Nord, on retrouve Lionel Gougelot. Ce jour-là, quand le Thalys s'arrête en gare d'Arras, Olivier est le premier pompier à monter à bord pour porter secours aux passagers blessés par le terroriste. 2 ans après, il se souvient de chaque seconde de son intervention. Et c'est presque naturellement qu'il s'est porté volontaire pour rejouer la scène devant les caméras de Clint Eastwood. On va de nouveau se replonger 2 ans en arrière pour rejouer la scène. Ouais. Je suis assez impatient et curieux de comment ça va se passer, tout ça. Donc bon, après, il faudra se remettre dans le bain de cette fameuse intervention où malgré tout, il y avait quand même des gens qui ont souffert quand même de cette attaque terroriste. Donc on verra. J'ai jamais fait de tournage, j'ai jamais approché même une équipe de tournage, donc ça va être une vraie découverte. Vendredi matin, 2 quais de la gare d'Arras seront neutralisés pour le tournage dans une rame de TGV spécialement affrétée et Olivier fait confiance à Clint Eastwood pour restituer les faits avec réalisme. Alors moi je suis fan de Clint Eastwood, donc effectivement j'espère qu'on sera pas déçus. Après je m'inquiète pas par rapport à ça. Si c'est comme ces films, je pense que c'est assez proche de la réalité. Donc, alors je suppose qu'il va être là, derrière la caméra. Moi j'ai un petit peu de doute, mais bon, si on a été sollicité, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez proche de la réalité. Donc là, effectivement, ce sera les vrais gestes de secours et une vraie intervention. Avant même le tournage, Olivier a hâte de voir le résultat sur grand écran, en espérant, dit-il en souriant, que notre scène ne sera pas trop coupée au montage. Arras, Lionel Gougelot, Europe 1. Et sachez que dans cette production, c'est Patrick Braoudé qui jouera le rôle de François Hollande et il l'avait déjà incarné dans un téléfilm, La Dernière Campagne. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.